Salut tout le monde, j'espère que tout va bien. Je suis très heureux de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charlie et je vous propose habituellement sur cette chaîne des histoires true crime, des histoires d'affaires criminelles, françaises ou étrangères, des histoires de disparition, résolues ou non, et dorénavant, des témoignages de vie. C'est quelque chose que je fais en podcast depuis plusieurs années maintenant, sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Et c'est quelque chose que j'avais très envie de mettre à l'écran, de vous partager sur ma chaîne YouTube. Vous allez découvrir des témoignages de vie, d'anonymes ou de personnalités qui ont tous ce point commun, celui d'avoir vécu un événement qui a bouleversé leur vie. Un événement heureux ou malheureux, ou alors une prise de décision qui a fait que leur vie aujourd'hui est totalement différente de ce qu'elle était avant. Vous allez découvrir dans ce premier épisode la deuxième vie de Lucie. Lucie a vu sa vie totalement transformée, totalement bouleversée, il y a un petit peu plus d'un an après un voyage au Gabon. Elle a contracté quelques jours après être revenue une maladie qui a fait qu'elle a dû être amputée des 4 membres. Comment a-t-elle surmonté tout ça ? Est-ce qu'elle a vraiment surmonté tout ça ? Comment le vit-elle aujourd'hui ? Comment sa famille l'a soutenue ? Quelles ont été toutes les conséquences de ces amputations ? Je vous propose de découvrir sans plus attendre le témoignage, vous allez le voir, scotchant, de Lucie. Et je vous demanderai évidemment un minimum de compréhension quant à la qualité peut-être de l'échange, de la façon dont ça a été filmé, etc. Ça va s'améliorer au fur et à mesure du temps, histoire de trouver le bon rythme. Dans tous les cas, je vous propose de découvrir la deuxième vie de Lucie. C'est parti. Bonjour Lucie. Bonjour. Je suis ravi de t'accueillir. On va se tutoyer si ça t'embête pas. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je vais te présenter rapidement. Tu as 42 ans, tu vis en Loire-Atlantique si je me trompe pas. Tu as 3 enfants, tu es maman de 3 enfants. Tu as vécu un événement qui a complètement fait basculer ta vie. C'était il y a un petit peu plus d'un an maintenant, en mars 2023. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de toi, qui tu étais avant ce jour de mars 2023 ? En gros, ma situation, c'était, on peut appeler ça, j'étais en pleine crise de la quarantaine, si on peut dire les choses. Alors, j'avais quitté ma maison, j'avais quitté le père de mes enfants, j'avais quitté mon travail, parce que j'avais des élans intérieurs qui me disaient c'est fini, quoi. Vraiment, passe à autre chose, quoi. Je ne pouvais plus continuer dans ma vie avec tous les codes les codes sociaux de réussite, un peu, tu vois, le bon poste cadre dans une bonne boîte. Un couple standard, 3 enfants, 2 voitures, 2 CDI, une maison, un prêt à la banque, des poules, le chat. Enfin, je dis souvent ça parce qu'en fait, c'est un peu ça finalement. Non, ça ne m'apportait pas le bonheur finalement. Je ne me sentais pas accomplie. Et donc, en même temps aussi que le Covid, voilà, il y a eu cette accélération un peu de prise de conscience. Et donc, je me suis mise à suivre un peu les élans intérieurs et à faire ces sauts dans le vide successifs, de quitter le père de mes enfants, avec qui j'étais depuis 22 ans, de quitter mon travail. Et je me suis mise en couple avec un Gabonais qui correspondait pour le coup pas du tout au code que j'aurais pu me mettre à l'époque. C'est-à-dire qu'il était artiste. Donc, et puis, c'était quelqu'un de très, très affirmé. Donc, je me retrouve à me remettre au piano. Je me retrouve à être choriste sur son album de musique africaine tradimoderne, et je me rends compte que j'adore ça en fait. Je me rends compte que c'est vraiment... Je m'éclate en fait. Donc ça tranche complètement avec la personne que j'étais avant. Ouais. Puis je suis en train de découvrir un peu, waouh, ah ouais, je peux être ça aussi en fait. Et donc on décide, au bout de 2 ans et demi de relation, d'aller au Gabon, dans son pays. Ouais. Pour découvrir sa famille, sa culture, etc. Puis lui avait envie de revenir au pays un petit peu. Donc on décide de passer 1 mois là-bas en février 2023. Tu rentres du coup en mars 2023, c'est ça, avec ton homme ? Je rentre le 11 mars 2023 et le 17 mars, donc une semaine après, voilà. Rapidement, je fais un malaise vagal, un autre ensuite. Alors, j'avais pas pris le traitement anti-palu avant de partir. Ça, je le dis parce que c'est important. Aujourd'hui, forcément, je suis obligée de mettre ça dans l'histoire.
Ouais, il existe un traitement antipaludisme Il existe, qui est conseillé. Il n'est pas obligatoire, ce traitement? il n'est pas obligatoire, il est D'accord. conseillé, il est fortement conseillé. Moi, j'avais été avertie parce que j'avais été au centre des voyageurs 10 ans auparavant pour les voyages en Afrique et j'avais été vaccinée pour la typhoïde. Et donc, on m'avait averti, on m'avait informé sur le palu. Et puis, j'avais pris le traitement pendant 3-4 ans. Ouais. Le problème, c'est que comme j'allais tous les mois et demi à peu près en Afrique, et qu'il faut le prendre une semaine avant le voyage, pendant le voyage, et je crois 10 jours ou 2 semaines après, et en fait, je le prenais quasiment toute l'année. Et c'est un traitement qui, chez beaucoup, donne des nausées et des diarrhées. Oui, il a des effets secondaires. Donc, pendant les réunions, c'était parfois très, très compliqué pour rien cacher, quoi. Je supportais très mal ce traitement. Et je rencontrais des Africains localement et je rencontrais aussi des Anglais qui voyageaient comme moi beaucoup, qui disaient, mais nous, on ne prend plus, en fait, ce traitement. Ça s'appelle la malarone, hein. On ne le prend plus parce que ça rend malade, en fait. Donc, et donc, j'ai banalisé ça, en fait. Je me suis dit, bah, OK. Et les gens que je connaissais qui attrapaient le palu, c'était... ils restaient au lit. Dans le pire des cas, ils restaient au lit pendant un mois, quoi. Comme une grosse, grosse grippe. Ouais. J'ai totalement banalisé. Donc, quand j'ai ces malaises en revenant du Gabon... Tu les as pas immédiatement? Tu les as une semaine après, c'est ça? Une semaine après, ouais. Quand je les ai, j'y pense même pas. Je n'y pense même pas au palu. Peut-être que j'y pense un peu, mais je me dis, bah non, ça, c'est pour les autres. Tu sais, on se dit toujours ça. C'est pour les autres, tout le temps. Et donc, un malaise vagal, bon, je me dis, c'est rien, tu vois, ça arrive, un malaise vagal. C'est que je suis fatiguée, bon, bizarre, pourtant, je me sens pas... Voilà. T'en avais déjà fait ou pas? Oui. Je dois avoir vraiment une petite tension. Il faut peut-être que j'aille consulter, quoi. Et au début, je voulais pas trop, et mon conjoint de l'époque me dit, si, appelle le médecin. Donc, j'appelle le 15, je leur dis pas que je reviens d'Afrique. Donc, évidemment, frissons, etc. Il me dit, bah, écoutez, c'est peut-être une grippe, consultez votre médecin demain. C'est normal qu'ils aient pas pris ça au sérieux. J'ai pas donné les infos clés, donc... Et le lendemain, je vais chez le médecin, sauf que c'est le 18 mars, il est 9h du matin, et là, je tiens plus ma tête, je tiens même plus assise. Donc, c'est mon conjoint de l'époque qui me porte jusque chez le médecin, et là, on lui dit qu'on revient du Gabon, et donc elle me transfère aux urgences. Pas inquiète, m'a dit c'est bizarre, parce qu'elle me connaît, je tombe pas au... Enfin, voilà, je suis assez résistante. Les grippes, les angines, je chope pas grand-chose. Et même le Covid ne m'a pas terrassée comme ça a pu terrasser certaines personnes. Là-bas, on fait 4 heures de test. Tu vas aux urgences à Saint-Nazaire, hein, c'est ça? Voilà, Saint-Nazaire. Je choisis Saint-Nazaire parce que je me dis, non, il va y avoir trop de monde, je vais attendre trop longtemps. Puis voilà, comme je sais que je vais revenir ce soir parce que c'est pas grave. Qu'est-ce que tu dis à tes enfants d'ailleurs? Je leur dis à ce soir. Et puis là-bas, en fait, ils ont beaucoup de mal à me prélever du sang parce que j'ai 6 de tension, donc il n'y a pas de pression. Donc en fait, ils essaient de me prélever au début sur les veines superficielles. Et puis en fait, ça ne prend pas. Donc ils essaient d'aller plus loin dans les artères. Donc j'ai été piquée partout par peut-être 5-6 internes différents. J'ai vraiment souffert. Et à ce moment-là, j'ai déjà très mal aux pieds. À ce moment-là, je ne comprends pas pourquoi. Mais je le sais maintenant. On me dit, on vous monte en réanimation. On dit quand même, ils exagèrent. Ils ont vraiment de la place à Saint-Nazaire. Ils montent en réanimation. Bon, ok. Quand on me monte, le lit et j'entends un infirmier passer le dossier à un autre ou un médecin et dire c'est un palu sévère. Bon, moi je me dis ok, c'est un palu. Ah ouais. Bon, puis sévère. Merde. Bon, je vais pas rentrer ce soir, quoi. Je vais rentrer. Allez, peut-être une semaine d'observation, c'est tout. Voilà. Et donc, et puis on roule le lit jusque dans la chambre, et là on me branche. On met une sonde urinaire, on me branche. Là, je les connais ces branchements en fait. Je connais la surveillance respiratoire, la fréquence cardiaque, je sais déjà tout ça. Donc je fais appeler quelqu'un et je dis excusez-moi, mais j'ai entendu que j'ai un palu, c'est grave? Et l'interne me dit oui, c'est grave. Et là à ce moment-là, encore un peu dans le déni, en fait. Je ne veux pas entendre. Je dis, mais c'est grave. Enfin, grave. C'est quoi grave, en fait? C'est grave, je vais rester là un mois. C'est grave, genre, je vais mourir. Et elle me dit, en fait, vos reins sont attaqués. Votre foie est attaqué. Vos poumons vont être en difficulté. On ne pourra pas arrêter la montée du parasite avant qu'il attaque les poumons. Et si ça continue à monter jusqu'au cerveau, c'est la mort. Voilà. Alors, dans toutes les interviews que je fais, c'est ça que je dis, parce que c'est exactement comme ça qu'on m'a dit les choses. J'ai aucun souci avec la manière dont on m'a dit les choses. Mais c'est vrai que j'étais seule dans la chambre à ce moment-là. J'avais personne, en fait, pour m'aider à encaisser le choc. Et donc, à ce moment-là, il y a une sorte de sidération quand même. Mon cerveau a compris, mais j'avais pas d'émotion.
J'avais 42 de fièvre, donc on mettait des poches de glace sur tout le corps pour faire baisser la fièvre parce qu'elle ne baissait pas. Et puis mon état s'est dégradé tellement vite que le lundi soir, je suis rentrée aux urgences et en réanimation le samedi, le lundi soir, le seul souvenir que j'ai, c'est que j'ai la vue tout embuée, comme s'il y avait des larmes en fait. Mais je me rappelle être dans un état de plainte pas possible. Et j'ai un certain orgueil, moi, par rapport à la douleur. À la douleur, je suis assez dure au mal. Tu vois, faut y aller pour que je me plaigne. Mais là, c'était. Tu t'en souviens aujourd'hui de cette douleur ? Alors, je me souviens pas de la douleur, mais tu vois, à chaque fois que j'en parle, à t'en parler, j'ai l'émotion qui vient avec. Ouais. Donc, je me rappelle de l'état émotionnel dans lequel j'étais. J'étais dans un état de supplication. Et j'ai dit récemment à quelqu'un, si on m'avait proposé l'euthanasie à ce moment-là, je suis pas sûre que j'aurais refusé. Il fallait que ça s'arrête, en fait. C'était intenable. Et donc, un monsieur se penche sur moi et me dit « On va vous endormir, madame, ce sera mieux. » C'est ça qu'il dit. Moi, à ce moment-là, je sais qu'on parle du coma. Je comprends tout de suite. Et je ne pense même pas à mes enfants, à mon conjoint, à mes parents, à mes sœurs, à mes amis. Je pense à personne. Je ne me rappelle même pas que j'ai une famille. Je suis restée, je crois, la première fois 10 jours dans le coma. On m'a réveillée parce qu'en fait, l'idée, c'est de ne pas trop te laisser longtemps dans le coma. Parce que si on te laisse trop en état létal, comme ça, les séquelles et le réveil va être plus incertain, en quelque sorte. Donc, il ne faut pas te laisser trop longtemps, mais il faut te laisser suffisamment longtemps pour avoir le temps de te soigner avant de te réveiller. Parce que alors, ce qui s'est passé pour moi, c'est qu'on m'a réveillée. Ça n'a pas fonctionné parce que je me suis mise en panique. En fait, j'étais sous respirateur artificiel et dialyse parce que les reins et les poumons s'étaient arrêtés. Au deuxième réveil du coma, je comprends pas trop encore ce qui m'est arrivé. En fait, je sais pas que j'ai failli mourir, moi. Je mets peut-être une semaine au réveil du coma à reprendre mes esprits totalement. À bien reconnaître ma famille, à bien comprendre ce qui m'est arrivé, etc., et la gravité de ce qui m'est arrivé. L'annonce des amputations ne m'a pas surprise. Je pense que je l'avais déjà entendue quelque part. Dans le coma, j'avais dû déjà entendre, parce qu'on parlait autour de moi. Donc, il n'y a pas de choc, parce que je suis pas nette, moi, à ce moment-là. Tu vois, je suis un peu encore complètement dans une sorte de délire, quoi. Je me crois aux États-Unis par moment. J'ai l'impression que je sors de l'hôpital la nuit, que je vais me balader. Enfin, je suis vraiment dans des trucs. Oui, quand on m'a dit, mais t'es pas sortie de la chambre de réanimation, mais je les ai pas crus. Mais vous mentez, c'est pas possible. Je suis allée là, j'ai fait ça, j'ai vu ça, et là je vois un enfant mort là maintenant tout de suite là que personne voit. Comment ça se fait? Enfin, c'était très très dur, quoi. Un jour, j'en rirais totalement. Aujourd'hui, j'en ris à moitié, mais on se sent seul, en fait, parce qu'on se dit, mais tous ces gens que je crois connaître, ils ont l'air de me regarder comme si j'étais folle, mais moi, je vois vraiment ce que je suis en train de voir, quoi. La vie me ramène à quelque chose de très terre-à-terre parce qu'on commence à me dire, bon, va falloir commencer à rencontrer des spécialistes maintenant pour les amputations. Donc, ça commence par les pieds. On me fait rencontrer un spécialiste. Une semaine après la sortie de réanimation, je rencontre quelqu'un, le meilleur dans la région, apparemment, qui me dit, écoutez, on est mercredi, j'ai un créneau vendredi. Là, je regarde vos pieds, il ne faut pas attendre. Parce que, si tu veux, il y a des sortes de plaies qui arrivent et ils regardent les plaies. Si les plaies sont saines, ça va. Attendre, mais à quoi bon attendre? Si elles sont saines, tu risques la septicémie, en fait. Tu risques l'infection du sang. On est en train de me dire que je prends encore un risque de mort si je n'ampute pas tout de suite. Je regarde mes pieds, je les avais sentis un peu au sol, je voyais que je les sentais plus, que c'était... On m'a dit, ça reviendra pas. Et je me suis dit, est-ce que je peux encore prendre un risque, en fait? Et j'ai pensé à mes enfants et je me suis dit, non. Les mains, je savais que c'était foutu, parce que je les sentais vraiment plus, elles étaient dures comme du bois, elles étaient noires comme ton micro. Mais je blague pas, hein, je n'exagère pas quand je dis ça, c'était noir, comme une momie, quoi, comme celle que tu vas voir quand tu visites le Louvre. Sauf que ce sont les tiennes. Mais les pieds, j'avais peut-être un petit doute, ça pourrait peut-être revenir, mais je me suis dit, je ne peux pas prendre ce risque, en fait. Mes enfants ont failli perdre leur mère, là, à l'âge qu'ils ont, c'est suffisant, là, je ne prends pas de risque. Et pourtant, je faisais de la danse et du piano, hein, tu vois. Donc c'est terrible, c'est terrible, ouais. C'est pas des décisions anodines, hein, pour moi, et puis toujours aujourd'hui, quoi. J'aimerais un jour reprendre la danse que je faisais avec mon conjoint, mon ex-conjoint, j'aimerais reprendre le chant. Après, pour l'heure, c'est pas encore des projets du moment, faut que je me reconstruise,
Mais voilà, c'était quand même des choses dans lesquelles je m'étais lancée à cœur perdu, tu vois, et je me retrouve dans cette situation. Et donc, il me dit, ce médecin, on est mercredi, j'ai un créneau vendredi. Après, je pars 15 jours. Donc, il faudra attendre 15 jours et j'ai peur que les plaies, ça soit trop tard, en fait. Et donc, je lui dis, donc ça veut dire que j'ai 2 jours pour me décider, là. On fait venir un spécialiste des prothèses qui me dit, vous savez, il y a des prothèses très bien aujourd'hui. Ça va trop Ouais, vite ça va pour trop moi. vite, ouais. Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma vie? Enfin, tu vois, c'est des claques de réalisme, en fait, qui arrivent au fur et à mesure. Et tu dis, mais je rêve, c'est pas possible. Et tu sens que tu rêves pas, en fait. Et c'est à toi qu'on parle. Tu peux regarder derrière. Non, non, c'est bien toi qu'on regarde quand on dit tout ça. Et là, il me dit, non, vous n'avez pas 48 heures pour vous décider. Si vous voulez vous faire opérer vendredi, il faut nous dire avant 17 heures ce soir. Il est 14 heures. Rentrez à Saint-Nazaire, rentrez à l'hôpital, discutez avec votre conjoint, réfléchissez. Et à 17 heures, vous nous téléphonez. Et vous devez rendre votre décision. Donc, on a eu 3 heures pour traiter le sujet. Voilà. Donc, je te la fais courte. Hein. On a pleuré ensemble, on s'est effondré, il y a eu des grands moments de silence. Et voilà, c'était... Tu viens de vivre déjà un premier drame et un deuxième drame, cette annonce. En 3 heures, est-ce que tu as le temps de te dire comment sera ma vie après? Toutes ces questions, j'imagine qu'elles arrivent ou pas? Non, elles n'arrivent pas okay. Parce que le cerveau ne peut pas traiter tout ça. Il y a déjà l'avant à comprendre. Donc, ça veut dire qu'il y a 3-4 jours, on vient d'expliquer que j'ai failli mourir à cause d'un paludisme sévère. Cette expérience du coma qui me bouleverse aussi, parce que c'est pas anodin comme expérience. Ensuite, on m'annonce que je vais devoir me faire couper les pieds. En plus, c'est maintenant. Mais il y a quelque chose qui n'intègre pas. Il y a quelque chose qui n'intègre pas. Donc, l'opération a lieu. L'opération se passe très bien. Et bizarrement, je me sens extrêmement calme. J'ai dormi la nuit d'avant, sans qu'on me donne de cachet, sans rien. J'ai réussi à dormir. Combien de temps va durer l'opération et est-ce qu'on t'enlève les 2 mains et les 2 pieds? L'opération, combien de temps a duré, je ne saurais pas te dire. Plusieurs heures, ça c'est certain. On m'enlève juste les pieds au départ. Je demande à faire les 4 en même temps, mais on me dit non, ce sera d'abord les pieds, ensuite les mains. Donc, je suis un peu en colère. Et puis après, vu la souffrance que j'ai endurée, je me dis c'est pas plus mal d'avoir fait les 2 en 2 fois. C'est lourd parce que du coup, tu vois, une semaine après l'opération des pieds, on me fait rencontrer un spécialiste pour les mains qui me fait la même, qui me dit bon bah j'ai un créneau de main si vous voulez, mais là vous sentez bien que c'est fini. Et là, mais en fait, ça me fait même rien. Je me dis bah ouais, j'étais partie, tu vois, c'était les pieds, c'était fait, les mains, ça faisait comme ça. Je tapais mes mains, ça faisait ce bruit-là. Enfin, je me dis, bah, allons-y, quoi. La découverte de la nouvelle longueur de mes jambes, c'est un des moments, je reviens dessus parce que c'est un des moments les plus marquants pour moi de toute cette expérience. Pourquoi ce moment-là, sincèrement, j'en sais rien. On s'était dit avec mon conjoint, on regardera ensemble, en fait. Moi, je ne peux pas voir seule, je veux regarder avec toi. Ouais. On me dit d'accord. Et puis, l'équipe avait mis le drap de lit par-dessus le dessus de lit. Donc je voyais pas la nouvelle longueur de mes jambes, si tu veux. Je voyais bien qu'il n'y avait pas la pointe des pieds en face. De toute façon, je savais qu'on me l'avait enlevé, mais je savais pas vraiment où on m'avait amputé, en fait. Je savais que ce serait en dessous du genou, mais où? Ça dépend ce qu'il découvre à l'intérieur, quoi. Je m'étais dit, j'attends mon conjoint, j'ai besoin de lui, quoi, pendant ce moment-là. Parce que je sais, est-ce que je peux devenir folle, quoi? Est-ce que je peux, je sais pas. À ce moment-là, il y a les infirmières qui rentrent pour m'amener un verre d'eau, tu sais, puis une collation après l'opération. Et elles me disent, vous êtes tout avachie dans le lit, vous êtes allongée, quoi. Si vous voulez, on va vous relever, on vous prend par en dessous, on vous relève. Comme ça, vous serez un peu mieux pour boire, quoi. Moi, je dis, oui, oui. Et là, elle me relève. Et là, je j'avais pas vu, mais j'ai senti, en fait. J'avais évité le moment de la découverte visuelle. Ouais. Et la vie m'a imposé son timing pour la découverte sensorielle. Ça a été pour moi le premier contact. Même aujourd'hui, tu vois, c'est encore dur de le raconter alors que ça a fait 1 an récemment. C'est le premier contact avec cette nouvelle réalité, en fait. Les mains, c'était pas pareil parce que je le savais. Les mains, quand je me suis réveillée en salle de réveil, une fois que j'ai repris mes esprits, je me suis dit, ah oui, ok, je me rappelle où je suis. Les pieds, ouais, c'était... Donc, il y a eu ce moment où elles m'ont soulevée, où j'ai vraiment senti... Oh, ok, ah ouais, d'accord. Et du coup, là, je me suis dit, oui, je peux attendre mon conjoint, quoi. Mais en fait... je suis face à moi-même, là.
Et donc, j'ai soulevé le drap, j'ai regardé, j'ai reposé. On va parler de ta vie après et ta vie aujourd'hui. J'ai une question juste sur tes enfants. Comment ils ont vécu ça, eux? Comment ils ont découvert la nouvelle Lucie, la nouvelle maman? Je parle physiquement, évidemment. Ouais. Moi, je suis à genoux devant eux, sans mauvais jeu de mots. Parce que ils ont vu leur maman avec les bip bip inconscientes, avec les médecins qui secouent la tête, qui parlent tout bas et qui disent qu'il ne faut pas trop avoir d'espoir et respirer comme Dark Vador, tu vois, avec les sonnettes d'alarme des machines. Alors, j'ai aucune idée de ce que ça a créé en eux, pour être très sincère avec toi. Évidemment, une grande détresse, forcément, mais que j'ose pas imaginer, puis que j'ai pas envie d'imaginer parce que moi, ça me fait mal. Maintenant, aujourd'hui, comme je les regarde aujourd'hui, mais c'est des fous, quoi. Je veux dire, ils sont quand même allés à l'école tous les jours. Je les trouve très courageux aujourd'hui. J'ai l'impression qu'ils ont assez rapidement accepté cette nouvelle configuration de maman, en tout cas physiquement. Voilà, aujourd'hui, ils me sentent toujours écorchée, mais battante en même temps. Donc, je les sens pareil, en fait. Écorchée, mais debout quand même. Quels sont tes premiers instants de vie après cette nouvelle vie? Je ne sais pas quand elle Comment ça se passe après? Après les amputations? Ouais, quand tu rentres chez toi, au bout de combien de temps d'ailleurs tu rentres chez toi? Alors, je rentre en rééducation une semaine après l'amputation des mains. Tout va très vite en fait. Tout va très très vite. Et puis là, j'ai 4 mois de rééducation où on me met sur des prothèses. Ça a été très très dur parce que ton ego en prend un coup, tu te sens diminué, tu te sens moins une femme qu'avant. Alors ça, c'était sur le moment, plus aujourd'hui, mais c'est difficile, quoi. T'en prends un coup dans le corps, mais dans le mental, il y a tout qui est écorché là-dedans, mais tu dois quand même trouver la force au milieu de ce gouffre. Tu dois trouver cette étincelle qui va faire que tu dois te remettre debout, te remuscler, te remettre debout, quoi. Je prends ça comme un challenge et chaque jour, j'ai hâte d'aller à mes 2 heures de réactivation physique quotidienne pour relever tous les défis qu'on va me présenter. Et presque, je m'amuse, quoi. Je regoute à cette mobilité, je regoute après être restée dans un fauteuil électrique pendant 2 mois ou être allongée à regarder le plafond pendant 2 mois. Faut regarder le film Grand Corps Malade, qui explique très très bien ça. Wow, ressentir ton corps qui fatigue, ressentir l'essoufflement, tu sais, cette espèce de sensation dans la gorge de l'essoufflement, de les muscles qui ont mal. Mais j'adorais ça, quoi. 4 mois plus tard, donc en septembre, j'apprends que le père de mes enfants dont je suis séparée n'est plus en mesure de les garder pour des soucis personnels, des soucis de santé. Et donc, je me retrouve à dire au médecin, il faut que je sorte, en fait. Et ils me disent, mais vous êtes folle. Ça fait 4 mois que vous êtes ici. Enfin, quadri-amputé comme vous, c'est très tôt, quoi. Je dis, oui, mais j'ai pas le choix, en fait. Je n'ai pas le choix, mes enfants, faut que j'assure la rentrée, y a personne pour le faire. Je me retrouve à la maison. Et là, je me dis, ça va être cool. Je vais retrouver mon chez-moi. Tu vas retrouver un lieu familier, tu vois, Sauf que c'est pas ça, en fait. C'est dur parce que le milieu familier, il devient étranger et hostile. Il devient parfois dangereux pour toi. Quand tu sors, Lucie, justement, très, très rapidement, tu sors comment? Avec un fauteuil? Tu as des... Le jour où je sors en prothèse. En prothèse, d'accord. Mais j'ai un fauteuil. Okay. Parce que y a des fois où, au début, surtout plus maintenant, mais au début, tu as mal, en fait. Des fois, tu as mal et tu peux pas les mettre, les prothèses. Donc, de temps en temps, je suis en fauteuil. Ouais. On va faire les courses en fauteuil roulant avec mes enfants. Ils poussent le caddie et ils me poussent avec. Donc, les premiers moments, les premiers instants de retour à la maison, c'est ça. Quel est le regard des gens? Comment il est le regard des gens? Le regard des gens, il est ce qu'aurait été le mien si, avant tout ça, j'avais croisé quelqu'un qui a plus de pieds, plus de mains. On ne veut pas regarder, mais on regarde quand même parce que c'est trop bizarre. Et puis, rapidement, je m'en affranchis. Très rapidement, je m'en affranchis. Au départ, je mets un drap sur mes jambes dans le fauteuil. Après, rapidement, j'en mets plus. Je me dis, ça suffit. Si je choque, c'est que, et c'est pas une surprise, c'est que dans cette société, le handicap, on ne veut pas le voir. Aujourd'hui, tu vois, je me montre comme ça. Je ne mets pas mes prothèses de main dans la rue parce que j'en ai pas besoin. Donc, si ça choque les gens,
J'en suis désolée pour eux. Donc, je me suis dit, non, toi, ton énergie, c'est ton autonomie, retrouver ton autonomie, tes enfants, te reconstruire. Parce que les épreuves, elles continuent après. Tu vois, mon couple n'a survécu à ça. Comment tu es aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu vis? Et quels sont tes projets, si on pouvait terminer sur une dernière question? J'aime pas ta dernière question. T'as le droit de prendre un joker, si tu veux. Non, il n'y a jamais de joker. Non. Authenticité et joker, ça va pas ensemble. C'est vrai. Des projets, il n'y en a pas. Parce que les seuls projets que j'avais, c'était les projets artistiques avec mon ex-conjoint qui a décidé de partir avec. Le projet, c'est peut-être de me retrouver déjà. Et puis, on dit toujours que la vie conspire, et elle conspire, puisque le père de mes enfants est de nouveau en capacité de reprendre sa garde alternée. Donc, je me retrouve bientôt à devoir vivre une semaine sur 2 seule. Et ça, c'est une autre de mes peurs. Bon, voilà. Donc, le projet aujourd'hui, c'est d'essayer d'apprendre à me laisser traverser par tout ce qui m'arrive avec la meilleure acceptation possible. Je pense que l'acceptation totale... Enfin, je dis pas que c'est pas un but en soi, hein, mais en tout cas, moi, je n'y suis pas arrivée encore. Hein, mais cette expérience, elle m'a apporté... Tu vois, c'est bizarre hein, quand même de dire ça, mais... Pendant les 40 premières années de ma vie, j'ai fait comme beaucoup de gens encore aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai essayé de réfléchir comment mener ma vie, qu'est-ce que je pourrais dire à telle personne pour qu'elle agisse comme ça, qu'est-ce que je pourrais faire pour que ce projet au boulot il me soit donné, qu'est-ce que tu vois un peu, on fait toujours ça en fait, il y a toujours cette espèce de machin là en action couplé à la petite voix du t'as pas fait ce qu'il fallait, tu vois, mais c'est une torture ça, l'enfer il est pas ailleurs, il est ici. Il est dans la tête, en fait. Et je parle de moi, hein, quand je dis ça, je m'inclus là-dedans, hein, attention. Aujourd'hui, ça fait 1 an que je suis amputée des mains. Le 3 mai. C'est le 3 mai 2023 au soir. Donc, toi, c'est rigolo, la date que tu as choisie. Mais, donc, je me dis, ça m'a donné une foi encore plus en la vie. Je me suis dit, mais attends, qu'est-ce que je vais aller continuer à essayer de prévoir les choses, à essayer de faire les choses exprès pour qu'il se passe quelque chose, alors que la vie m'a montré qu'elle est capable, sur une décision, de mettre en place une énergie de création absolument dingue pour changer ma vie du tout au tout. Et si elle est capable de le faire en me coupant les pieds et les mains, elle est aussi capable de le faire, on le voit, elle est aussi capable de le faire pour des choses absolument merveilleuses qui propulsent les gens. Mais en fait, il n'y a pas de jugement dans tout ça. Moi, je ne prends pas du tout ça comme une punition. Je ne prends pas du tout ça comme une punition. Je ne t'ai pas posé la question, mais tu as une aide au quotidien, hormis tes enfants qui sont là pour t'aider, mais est-ce que tu vas avoir encore plus d'aide peut-être après ? Alors, aujourd'hui, j'ai de l'aide au ménage. J'ai une aide qui vient 5 heures par semaine pour le ménage, parce que le ménage, c'est compliqué. Pour tout le reste, tout ce qui est m'occuper juste de moi, tu vois, manger, m'habiller, me laver, je me débrouille aujourd'hui. Okay. J'ai réussi à atteindre un degré d'autonomie à quasi 100%. Vraiment quasi 100%. Il y a juste quelques petites zones, tu vois, que j'arrive pas à laver au niveau des cheveux, tout en bas des cheveux, au niveau de la nuque. Mais c'est tout. Et ça, je travaille avec ce qu'on appelle des Fab Labs, tu vois, des gars qui font de la 3D, de l'impression 3D pour trouver des systèmes pour combler tous les petits endroits où je ne peux pas aller. Mais sinon, je me débrouille toute seule. Tu vois, la semaine de garde alternée, je me débrouille. Je n'ai pas besoin d'aide quotidienne. Et ça, pour moi, c'est important parce que j'ai besoin, d'être libre, pouvoir voyager seule et partir seule quand je veux, si un jour j'ai envie. Et puis, j'espère bien refaire ma vie un jour. Merci pour tout, Lucie. Merci pour ton témoignage de vie. Merci à toi. J'avais très envie de l'avoir, ce témoignage, parce que voilà, c'est ton parcours, ce qui t'est arrivé, c'est absolument incroyable. Merci pour ça, Lucie. Merci à toi, Charlie. Merci beaucoup. Et puis, on prendra des nouvelles, évidemment. N'hésite pas, on continuera à échanger. Merci, Lucie. C'est très sympa. Merci. Salut. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cet échange avec Lucie. Je pense qu'on peut relever toute sa détermination. Elle garde le sourire malgré tout ce qu'elle a vécu. Donc merci encore, Lucie, si tu passes par là, d'avoir accepté l'invitation et d'avoir répondu à mes questions. Si vous aussi, vous avez dans votre entourage, ou si vous-même vous êtes concerné, quelqu'un qui a vu sa vie bouleversée par un événement et qui souhaiterait témoigner, qui souhaiterait que son témoignage soit partagé. C'est aussi ça le but de ces épisodes, de ce podcast, c'est de pouvoir partager des tranches de vie,
Donc n'hésitez pas à me contacter, je vous mets l'adresse en ce moment en bas de l'écran. N'hésitez pas également à partager, que ce soit un événement malheureux ou heureux, évidemment. Le but étant de mettre en avant ces personnes, personnalités ou anonymes, qui ont vécu quelque chose qui a fait que leur vie a totalement changé. Ça peut être aussi, je le répète, par une prise de décision du jour au lendemain. Vous avez décidé de totalement changer de vie, de quitter un métier qui pourtant vous plaisait pour faire totalement autre chose. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et je vous proposerai régulièrement des témoignages de vie. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. À très vite.